vous êtes le dernier groupe à qui je m'adresse dans tout le collège. Et on est vendredi après-midi à la dernière période. Rester concentré sera un exploit. Et tous les enfants, même de petite section, qui regardent mes yeux quand j'explique, comprennent tout. Mon nom est Jacques Brodeur. J'aime les écrans. Je m'en sers tous les jours. Et à chaque année, je les aime un petit peu plus que l'année d'avant. Mais en même temps que j'aime les écrans de plus en plus, Monsieur, après vous allez mettre sur le dernier. et en même temps que j'aime les écrans chaque année un petit peu plus, je constate chaque année des nouveaux dégâts causés au cerveau des enfants petits, des moyens et des grands. Chaque année, de plus en plus de dégâts. Et le dégât que les écrans causent aux enfants ne fait aucun bruit. Il y a des élèves que je ne vois pas. Il faut qu'ils déplacent un peu leur chaise pour me voir les yeux, sinon ils ne comprennent rien de ce que j'explique. C'est comme si je parlais mandarin. Pourquoi tu es passé loin, recule-toi un petit peu plus, tu vas voir mieux. Et quand je parle, tu n'entends rien. Alors, ces dégâts, ou je m'en fiche, ou je m'en occupe. Comme j'ai 76 ans et que j'étais professeur d'éducation physique et sport, j'aime bien m'occuper de choses qui en valent la peine. Et j'ai trouvé que ça, c'était un sujet qui en valait la peine. Plus je comprends comment se préparent les choses qu'on voit à l'écran, plus je comprends comment ça marche, plus je trouve ça dégueulasse. Mon sport, avant d'être prof de PS, c'était football américain. Quand tu as le ballon dans les mains, tu as intérêt à prendre la bonne décision et à la prendre rapidement pour être sûr que tu ne te fais pas plaquer au sol. Et j'ai décidé de jouer un match pour le reste de mes jours contre des professionnels qui s'enrichissent à capter l'attention des jeunes. Ils savent que les jeunes viennent tout juste de naître, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ils ne connaissent rien dans la vie. Il y a des adultes qui essayent de leur expliquer qu'est-ce qui va se passer. Ça peut être formidable, puis ça peut être catastrophique. Et puis quand tu es jeune, tu t'en fiches. Tu es sûr que les catastrophes, les autres, ça va leur arriver, mais pas toi. Jacques Brodeur, c'est le nom du monsieur qui va essayer de t'intéresser à quelque chose de très grave pendant 1h25 qui nous reste. La conférence sera interactive. Et à chaque fois que j'ai parlé pendant 4 minutes, j'ai une question. Si j'écoutais tous les élèves donner leurs réponses, j'aurais le temps de poser une question et l'après-midi serait fini. J'ai donc trouvé un truc pour avoir ta réponse
te remettre une feuille sur laquelle tu vas pouvoir l'écrire, ta réponse. Et attention, regarde bien mes yeux, cet après-midi, toutes les réponses seront bonnes. À une condition. C'est que tu n'aies pas pris ta réponse sur la feuille qui est à côté de la tienne. Ton cerveau va fonctionner à 200 à l'heure si tu restes concentré. Si tu ne restes pas concentré, tu ne comprendras même pas de quoi je parle. Jacques Brodeur. Ta feuille à toi, sur une seule ligne, en haut de la page. Ton crayon ne bouge pas. Tu as juste tes deux yeux tournés vers moi. Et tes doigts loin de la bouche. Une seule ligne. Il y a 4 choses à écrire. Écoute bien les 4 choses qu'il faut que tu écrives. Et quand je te donnerai le signal, tu les écriras. Prénom, nom, âge, classe. Prénom, nom, âge, classe, sur une seule ligne. Je saute une ligne. Et j'écris le nom du collège. Je saute une ligne, j'écris le chiffre 1. Quand j'ai besoin d'aller dans le fond de la salle, vous ne regardez pas dans le fond de la salle, vous continuez de regarder l'écran. Le chiffre 1 est écrit, c'est libre à côté, et tu as les deux yeux bien tournés vers moi. J'aime les écrans. Et quand j'ai commencé à découvrir les saloperies que ça faisait dans le cerveau des enfants, et ensuite des ados, parce que moi j'enseignais à des ados, j'ai été fâché par les personnes qui prenaient les décisions de quoi montrer aux enfants. Il y a 50 ans, aux États-Unis, le pays voisin du mien, à 1 heure de voiture de chez moi, je suis aux États-Unis. Il y a des compagnies qui faisaient des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de dollars, mes yeux sont bien ici, en vendant un produit qui tuait les gens. Les personnes qui achetaient ce produit, ils utilisaient ce produit et ils en mouraient. Évidemment, les enfants et la femme ou le mari de la personne qui était morte ont soupçonné que le produit était mortel. Ils se sont mis à plusieurs et ils se sont engagés un avocat qui a accusé les compagnies de vendre un produit mortel. Ils accusaient le produit non seulement d'avoir causé le cancer du poumon, mais aussi de contenir un ingrédient addictif. Quand quelqu'un commençait à goûter à ce produit, il ne pouvait plus s'en passer. Si tu es occupé à regarder ta copine qui est là, tu viens de rater complètement ton après-midi. Et tu risques de gâcher le mien. Voici donc une compagnie qui fait de l'argent en vendant un produit qui tue ses clients. Traînés devant les tribunaux, évidemment, comme ils sont millionnaires, ils ont les meilleurs avocats. Il n'y en a pas qu'un, il y en a une douzaine. Qui prétend que la compagnie n'a pas vendu un produit cancérigène et n'a pas vendu un produit addictif. Ils continuent d'empocher des milliards. Et à tous les ans, il y a des procès, 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 il y a des procès.
Et jamais il y a un juge qui a le courage de dire à la compagnie, t'es coupable. Jamais. Ou bien ils ont peur, ou bien ils sont trop lâches pour réaliser la vérité. Ce produit, c'est la cigarette. Et un jour, il y a un juge qui déclare les compagnies de tabac coupables. Il leur donne des amendes astronomiques, des plusieurs milliards, de dizaines de milliards de dollars, pas pour payer ton papa qui est mort ou ta maman qui est morte, non, pour payer le gouvernement qui a été obligé de soigner ces gens-là à l'hôpital contre le cancer du poumon. La compagnie a hurlé. Ces actionnaires qui faisaient des millions ont râlé. Ils ont plaidé que c'était un mauvais jugement. Et ils ont contesté la décision, ils ont obtenu un nouveau procès et ils ont encore été condamnés. Et le juge, au deuxième jugement, a ajouté une peine supplémentaire et les a obligés à déverrouiller les coffres-forts où étaient entreposés tous leurs documents secrets. Et on découvre dans les documents secrets des compagnies de tabac que les compagnies savaient depuis 30 ans auparavant que le tabac était cancérigène et addictif. Ils avaient donc menti. Sous serment, ils avaient dit devant les juges, non, notre produit n'est pas cancérigène ni addictif. On découvre qu'ils avaient menti, ils étaient donc parjurés. Fin du chapitre 1 de ma conférence. Voici ma question. Tu fabriques avec l'objet qui est là, caché là-dedans dans une coquille, un os, un crâne. Tu fabriques avec ce cerveau puissant, ultra puissant, qui embête certaines personnes, on va voir qui tout à l'heure. Tu fabriques avec ce cerveau une phrase où tu vas mettre les mots les plus importants à retenir dans ce que je viens de raconter. Une toute petite phrase d'une ligne ou deux. Ça dure 60 secondes. C'est parti. Les 3 élèves que j'ai vus tout à l'heure pendant que je parlais, qui n'étaient pas capables de rester concentrés, là, en ce moment, là, ils regardent au plafond. Une phrase avec des mots importants à retenir. Hein? Quand ma phrase est complète, je la relis. Je m'assure en la relisant qu'elle est compréhensible. Je saute une ligne et j'écris le chiffre 2. Chandail rouge. Mademoiselle, le chandail rouge, bouge ta chaise là-bas, s'il vous plaît. Voilà. Tu regardes encore mes yeux, c'est que tout va bien. Je débute mon chapitre 2. Les compagnies de tabac ragent. Elles faisaient de l'argent en assassinant des clients et elles prétendaient toujours ne pas être au courant. Elles avaient menti. Une fois condamnées, il faut payer la peine. Et pour continuer à faire de l'argent, elles imaginent un truc dégueulasse. Elles engagent des centaines de jeunes gens, des beaux gars et des belles filles. Elles forment des équipes de 10 personnes, 5 gars, 5 filles.
Elle les habille au complet avec des beaux vêtements sport modernes, des chaussures, des casquettes. Et par équipe de 10, elle les paye pour aller travailler à la porte des universités d'Afrique, où il y a très peu de monde qui fume encore. Et elle leur demande de distribuer, à la fin des cours, toutes les fins d'après-midi, de distribuer aux étudiants qui quittent l'université des petits paquets de cigarettes qui en contiennent seulement 5. Des paquets de cigarettes qui en contiennent seulement 5. Et les jeunes qui étaient engagés, leur responsabilité, c'était de les donner gratuitement, ces paquets-là, à des jeunes des universités d'Afrique. Voici la question numéro 2. Pourquoi les compagnies de tabac, qui sont obligées de payer des fortunes astronomiques en amende aux États-Unis, font-elles distribuer gratuitement à la porte des universités africaines des petits paquets qui contiennent seulement 5 cigarettes? D'après toi, pourquoi ils font ça? Alors que tu n'étais pas encore né, tu finis d'écrire ta phrase, moi je commence mon histoire du chapitre 3. Si toi tu es occupé et la feuille d'à côté, il y a un problème. C'est ici la conférence. La fille qui est là, elle va avoir la paix. En 1986, je découvre avec des collègues professeurs dans mon école et des profs de plusieurs écoles, on découvre que les émissions les plus violentes au monde sont des émissions violentes. Pour enfants, diffusées tous les jours aux États-Unis. On se demande quelle est la merveilleuse compagnie, quelle merveilleuse chaîne qui passe des programmes bourrés de violence, plus de 80 actes d'agression à l'heure, dans les émissions pour enfants en dessin animé. Qui est la compagnie, quelle est la chaîne qui diffuse autant de violence pour les cerveaux d'enfants? On découvre que la chaîne des États-Unis qui diffusait tout ça, avec le crayon loin de ma bouche, s'appelle ABC, ABC. La chaîne ABC passait le programme une fois par jour, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. On se demande pourquoi ils mettent autant de violence. On essaye donc de trouver qui a fait l'émission. La chaîne nous explique que ce n'est pas la chaîne qui a produit l'émission. C'est une compagnie qui paye la chaîne pour passer le programme. On demande quelle est la généreuse compagnie qui a préparé des dessins animés pour enfants. On nous dit que c'est la compagnie Hasbro, H-A-S-B-R-O. Et la compagnie paye des chaînes dans 50 pays, pas rien qu'aux États-Unis. On sait que les émissions vont passer en France, en Italie, en Allemagne, en Europe, partout. 80 actes de violence dans les cerveaux d'enfants depuis le 1er septembre, pendant 4 mois. Hasbro, une compagnie qui fabrique des jouets, on découvre seulement en décembre pourquoi la compagnie payait des chaînes. La chaîne n'a pas eu besoin de payer des employés. Hasbro payait la chaîne pour passer le programme tout fait. Et évidemment, au mois de décembre, quand on approchait de Noël, que se passait-il? Tu mets ta réponse au numéro 3, d'après toi.
pourquoi la compagnie... Ça fait 3 fois que je t'avertis. Oui, je ne veux pas que tu fasses de ça. Tu laisses le gars à côté tranquille. D'après toi, pourquoi Hasbro payait-elle des chaînes dans 50 pays du monde pour passer un programme violent tous les jours, septembre, octobre, novembre et décembre? Pourquoi, d'après toi? Moi et mes collègues, on découvre le poteau rose. Voici une chaîne qui passe des programmes 1 fois par jour. Programme pour enfants, dessin animé, avec plus de 80 actes de violence à l'heure. Évidemment, on proteste. Les enfants ont besoin de voir des programmes éducatifs, instructifs, amusants, drôles. Pas des émissions où ça se massacre à tous les jours. 80 fois à l'heure, à coups de pied, coups de poing, coups de bâton, coups de fusil, coups d'épée. Le gouvernement nous répond poliment, « Oui, oui, très bien, merci beaucoup d'avoir surveillé ce qu'il y a dans les émissions pour enfants, on s'en occupe. » 86, 87, 88, 89, la même compagnie commence son programme Les Tortues Ninja. Qui connaît les Tortues Ninja? Merci, je baisse la main, j'ai vu des élèves qui ont levé la main sans tourner la tête. J'en ai vu. Bravo. Et évidemment, à Noël 1989, les enfants ont demandé au Père Noël comme cadeau des... Et les adultes qui aiment les enfants n'ont pas eu le choix d'acheter aux enfants des... Et dans le cours de récréation de toutes les écoles des États-Unis, et du Canada, et d'Allemagne, et d'Espagne, et d'Italie, et de France, les enfants ont commencé à jouer au... On l'avait prévu. On continue donc de faire des protestations auprès du gouvernement qui laisse passer ça aux États-Unis, des États-Unis au Canada. La chaîne de télé qui passe un programme, elle n'arrête pas à la frontière pour montrer ce qu'il y a dans ses bagages. Ça rentre directement dans les maisons. Et quand ça rentre dans les maisons puis ça sort de la télé, il n'y a pas de traces de sang sur le plancher. Il n'y a pas de marque de trous de balles, de coups d'épée dans les murs. Les fauteuils ne sont pas déchirés, non. Il n'y a pas d'enfants qui ont les yeux crevés. Toutes ces images-là vont se loger à l'intérieur d'un endroit du corps humain qui s'appelle le cerveau. Et les enfants commencent de plus en plus à la récré, dans ces 50 pays-là où le programme passait, ils commencent à imiter ce qu'ils ont vu dans les émissions de télé. On l'avait dit. Non, 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 vous inquiétez pas. Mais ça s'est passé. En 93, la même compagnie fait la même chose avec les crayons sont loin de la bouche. Donc, je suis obligé d'éloigner le crayon de la bouche parce que j'ai vu un élève l'autre jour, c'est rentré le crayon dans le gars. Et les doigts sont loin de la bouche. La même compagnie fait le même stratagème avec les Power Rangers. J'ai vu des élèves tellement heureux d'entendre le nom que je pense qu'il y en a un qui a fait pipi dans ses culottes. Et en 99, la compagnie a empoché encore des millions avec les Pokémon. Et il y a 50 pays du monde, les enfants ont adoré, ont aimé et rêvé à Pikachu. C'est normal. Ce qui est dégueulasse dans l'affaire, c'est d'avoir accompagné la campagne pour faire désirer des jouets aux enfants de violence. Ça nous a pris un bout de temps avant de comprendre que quand l'émission est finie, les images violentes sont restées coincées à l'intérieur des cerveaux. Pourquoi c'est resté coincé à l'intérieur des cerveaux, mesdames, messieurs? C'est parce que depuis 50 000 ans, l'ennemi numéro 1 des êtres humains, c'est la violence. Et l'ennemi numéro 2, c'est l'ignorance. C'est pour ça que les êtres humains se sont battus pendant des siècles pour que les enfants soient éduqués et puissent aller à l'école. Pas rien que les fils de rois, tous les enfants. Donc on combat l'ignorance avec l'éducation.
Mais la violence, on combat ça avec la police. On donne des punitions à l'école parce que les élèves jouent aux Tortues Ninja dans la cour. On est obligé de disputer les enfants qui font mal aux autres, qui trouvent ça drôle. Hein? Et les élèves qui se font faire mal par la tortue, il faut la consoler, il faut la soigner. Elle a mal à l'œil, elle a des glaçons sur sa tête, elle s'est fait cogner par un gars qui donnait des coups de karaté comme la tortue. Ça vient donc gâcher la vie des enfants. Et ça, je le découvre en 86, et je vous dis, ça s'est poursuivi jusqu'en 99 avec les Pokémon. Toujours pour faire désirer des jouets de guerre, des jouets violents aux enfants. On est bien rendu au numéro 4. Une petite phrase pas trop longue, et tu mets dans la phrase quelques mots importants à retenir pour te souvenir de ce que je viens de raconter. C'est parti. La petite phrase est complétée, elle est bonne ta phrase. Tu n'as pas besoin de vérifier la feuille de côté, elle est bonne ta phrase. Fais-toi confiance. Dépose ton crayon, regarde bien mes yeux, et je débute le chapitre 5. Chapter number 5. Chapitre numéro 5. Et Jacques Brodeur, qui avait protesté depuis 86-87 jusqu'à 99, en 2001, au Québec, le territoire d'Amérique du Nord où ça parle le français, où la seule langue officielle c'est le français, ça s'appelle le Québec. En ce territoire, il y a un Conseil supérieur de l'éducation, comme il y a dans ton pays, un Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA en France, chez moi, CSE, Conseil supérieur de l'éducation. Il nous produit un avis au ministre, et il dit au ministre, Monsieur le ministre, le nombre d'élèves dans les écoles élémentaires du Québec avec troubles graves de comportement. Le nombre d'élèves avec troubles graves de comportement dans les écoles élémentaires. Ce nombre a triplé depuis 1985 jusqu'à l'an 2000. On ne s'était donc pas trompé. Ils nous disent, dans le mémoire, qu'il y a 3 raisons pourquoi la violence, les comportements violents ont augmenté dans les écoles. 1, la structure des familles est devenue plus fragile. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des parents qui se séparent ou qui divorcent, ou des enfants qui ont des parents qui ne se divorcent pas et qui ne se séparent pas, mais qui se disputent très fort, souvent devant les enfants. Première raison, selon eux. Deuxième raison, qui s'est combinée à la première. Les parents d'aujourd'hui sont plus capables de représenter l'autorité. Ils râlent contre l'autorité du pays, contre l'autorité du département, contre l'autorité de la ville et la mairie, contre l'autorité de l'école avec une directrice ou une principale. Ils râlent contre l'autorité. Donc l'autorité, c'est devenu pour les parents modernes caca. Et comme c'est pas joli, représenter l'autorité, mais les papas, maman et les mamans modernes ont de la difficulté à représenter, aux yeux de leur enfant, l'autorité. Eux-mêmes, quand ils étaient petits, l'autorité, c'était des taloches derrière la tête ou des punitions, la fessée. Et aujourd'hui, l'autorité ne peut plus frapper comme ça. Donc, ils ne savent plus comment représenter l'autorité des parents modernes, selon le rapport. Hein. Et le troisième ingrédient qui s'est combiné à ces deux-là, c'est la quantité de violence qui rentre dans les cerveaux d'enfants quand ils sont petits. Comme la violence dans leur cerveau a augmenté, ben, il y en a qui n'ont pas fait la distinction entre la fiction, ce qu'il y a dans une émission, et les réalités, et qui imitent ce qu'ils ont vu là.
Des fois, c'est des gestes, des fois, c'est des paroles. Paroles méchantes, paroles blessantes, paroles humiliantes. Et il y a des élèves qui ont pris l'habitude de s'amuser beaucoup à faire de la peine ou à faire peur aux autres, ou à les humilier. Au numéro 5, Jacques Brodeur voudrait que les élèves de 5e, qui sont dans la salle aujourd'hui, réfléchissent comme il faut et cachent bien leurs réponses quand ils l'écriront. J'aimerais savoir les paroles méchantes, humiliantes, blessantes. Si tu veux regarder mes yeux, tu vas être plus concentré. J'aimerais savoir quelles sont les paroles méchantes, blessantes, humiliantes que tu entends le plus souvent prononcer dans ton collège. Tu caches ta réponse parce que le cerveau de la personne d'à côté va essayer d'écrire ce que tu écris au lieu de chercher dans sa propre tête. Les paroles blessantes, humiliantes que j'entends le plus souvent prononcées par des élèves de mon collège. Je ne t'ai pas demandé qui les prononçait. Je t'ai demandé les paroles elles-mêmes. Félicite tous les élèves qui sont concentrés en ce moment. Tout à l'heure, il y en avait 2 ou 3 qui avaient de la difficulté. Là, en ce moment, c'est parfait. 3 paroles méchantes, blessantes, humiliantes que j'entends souvent prononcer dans mon collège. Hasbro a augmenté ses ventes de 700% entre 1981 et 2000, en bourrant ses émissions de violence. Les enfants qui regardaient le programme ne savent pas que la violence est l'ennemi le plus ancien des êtres humains. Et par chance, il y a 50 000 ans, nos ancêtres, nos aïeux, d'il y a des milliers d'années, ils ont combattu la violence en protégeant les enfants contre les prédateurs. Quand un veau, une brebis ou un taureau sort du ventre de sa maman, 24 heures plus tard, maximum 48 heures, il galope. Il est donc capable de sauver des prédateurs. Les êtres humains, quand ils sortent du ventre de leur maman, 5 ans après, 10 ans après, ils ne courent jamais assez vite pour se sauver d'un lion. Il fallait donc, mesdames, messieurs, que dans notre espèce, il y ait un monsieur qui s'appelle papa, une madame qui s'appelle maman, et toute la tribu protège les bébés contre les prédateurs. C'est notre plus ancien ennemi, la violence. Et voilà qu'il y a une compagnie qui vend des jouets en montrant aux enfants des personnages qui sont incapables de régler un problème autrement qu'en exterminant les méchants. Et bien sûr, dans le cerveau des enfants, ce qui s'installe, c'est une vision du monde où il y a des bons et des méchants. Et les bons, quand ils ne veulent plus se faire harceler par les méchants, ils deviennent plus violents que les méchants. Et c'est normal. C'est la leçon qu'il y a dans tous les dessins animés avec les personnages que j'ai nommés tout à l'heure. Et donc, un mensonge qu'on raconte aux enfants, au cerveau des enfants qui ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas ce qui se passait il y a 50 000 ans. Comme la personne de ton âge qui se fait offrir sa première cigarette, elle ne sait pas qu'il y a eu des procès il y a 50 ans pour condamner les compagnies de tabac qui tuent du monde en leur vendant un produit addictif et cancérigène. Quand quelqu'un t'offre une cigarette, tu penses que c'est un cadeau. Tu le prends. Au numéro 6, une petite phrase de rien du tout pour retenir les mots qu'on trouve importants de retenir. C'est toi qui juges quel mot tu trouves important de retenir. Ta phrase va être bonne. Toutes les réponses sont bonnes. Tu relis ta phrase pour être sûr qu'elle est lisible et compréhensible.
sautes une ligne, tu écris le chiffre 7. Jacques Brodeur a mis toutes ces années-là à comprendre que la quantité de violence qu'il y a dans les émissions pour enfants influence le comportement des enfants. Et 15 années plus tard, 16 années plus tard, il y a quelqu'un au Conseil supérieur de l'éducation qui dit « Vous aviez raison, monsieur. » Je suis content. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas engager des avocats pour poursuivre Hasbro, comme les fumeurs, les enfants de fumeurs ont fait pour faire condamner les compagnies de tabac. Je décide donc, mes chers amis, d'inventer un remède qui va permettre aux enfants de développer une partie de leur cerveau où se trouve le jugement critique, où les enfants vont apprendre très tôt à voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de leur raconter des mensonges. J'ai pris l'idée d'un professeur de médecine de Californie, Thomas Robinson. Tes deux yeux sont tournés vers moi, le crayon est en vacances, il est déposé le crayon. Il ne te dérange plus le crayon. Il regarde ses copains en plus pour faire l'innocent, comme une compagnie de tabac. Dépose ton crayon, s'il te plaît. Voilà. Regarde bien mes yeux. Thomas Robinson, professeur de médecine en Californie, soupçonne lui aussi que la télévision influence les jeunes. Il met donc au point un programme qu'il propose dans une école où les élèves de cette école A vont diminuer le temps qu'ils consacrent aux écrans. Dans l'école B, les élèves vont continuer à apprendre comme l'année d'avant. Donc, 2 écoles, A et B. Il prend des mesures avant de commencer. Dans les 2 écoles, la fréquence des gestes violents, la fréquence des paroles violentes et méchantes et humiliantes, l'adiposité, une pincée de peau sous le bras. Si tu regardes les yeux, tu vois à quelle place ils ont pris la pincée de peau, avec un adiposomètre, et une pincée de peau à la taille. Plus c'est mince, moins il y a de gras sous-cutané, sous la peau. Il prend les mesures dans les 2 écoles, Thomas Robinson, et les maîtresses, le personnel des écoles élémentaires, les 2 écoles élémentaires, se mettent à appliquer le programme. Une leçon par semaine. 18 semaines, ajoute 2 semaines pour les vacances de Noël. Après 20 semaines, Thomas Robinson revient vérifier les résultats. Diminution dans l'école où ils ont fermé les écrans. Il y a des élèves qui les ont fermés beaucoup. Il y a des élèves qui les ont fermés un petit peu. Il y en a des élèves qui n'ont pas fermé du tout. Dans l'école, ils ont fermé les écrans. La violence physique a diminué de 40%. 4 coups de poing sur 10, 4 coups de pied sur 10, 4 bagarres sur 10 n'ont pas lieu. Tu n'as pas besoin de donner des punitions. Tu n'as pas besoin de consoler celui qui s'est fait frapper sur la gueule. Non. Diminution de la violence physique. Diminution de la violence verbale. Toutes les paroles salopes et méchantes que tu as écrites sur ta feuille, il y en avait en Californie. Et il y en avait au Canada. Et il y en avait en Italie, en Allemagne et en Espagne. Quand on diminue la violence, quand on diminue le temps que les enfants passent aux écrans, la violence verbale diminue. Et l'adiposité, elle fond. Le gras qu'on a sous la peau, tu es capable de comprendre que quand on est assis sur la selle d'un vélo et qu'on pédale, on brûle des calories, alors qu'assis avec une manette de jeu vidéo, tu brûles rien. Tu brûles ton temps, c'est tout. Je vérifie pour être sûr que tout le monde m'écoute bien. Et la troisième chose que Robinson avait vérifiée, c'est l'asticotage des parents par les enfants pour se faire acheter des jouets. J'étais content parce que je savais qu'Hasbro avait mis de la violence dans ses émissions pour que les enfants désirent les jouets. Robinson réussit à diminuer la violence physique et verbale et l'adiposité et l'asticotage en diminuant le temps écran. Moi, je ne veux pas attendre. Je veux faire comme lui. Si lui fait ça en Californie, moi, je suis capable de faire au moins aussi bien au Québec. Et je mets au point un programme qui s'est appelé le défi de la dizaine sans écran. Et j'ai créé un site Internet qui s'appelle Edupax.
Et dès 2003, on l'a essayé dans 2 écoles. Formidable. 2004, des dizaines d'écoles. 2005, 20 écoles. Ça augmentait sans arrêt. En 2008, je reçois un courriel, un mail de Strasbourg. Il y a du monde qui avait trouvé ce qu'on faisait sur Internet et voulait l'essayer à Strasbourg. D'accord. Ils se réunissent dans un petit bureau. Je suis sur Skype, à l'écran. Je leur parle. Je leur explique comment j'ai fait pour faire diminuer les écrans. Pas avec les méthodes de Robinson, je ne l'avais pas. J'ai pris ma méthode à moi, notre méthode à nous au Québec, et ils l'ont essayé. Et la première école de France qui a réduit le temps des enfants aux écrans, l'école du Ziegel-Wasser, n'essaye même pas de retenir le nom, l'école du Ziegel-Wasser essaye la recette québécoise, une potion qui n'est pas magique, une potion scientifique, éducative, qu'on essaye dans les écoles, et qui réussit cette méthode à faire diminuer la violence physique et verbale. 10 jours sans écran. Quand je l'explique dans des collèges, il y a tout le temps parmi les élèves de 3e quelques garçons qui s'évanouissent. C'est pour ça qu'avant de donner la conférence, j'avertis toujours les pompiers. Ils sont au coin de la rue en ce moment avec leur beau camion rouge. Ils sont prêts à intervenir s'il y a un élève de 4e qui faiblit. 10 jours sans écran. Ils font venir un gars du Québec de 76 ans pour nous parler du défi 10 jours sans écran. La directrice, le principal du collège doit être malade. Mesdames, Messieurs, au numéro 7, si tous les écrans de France tombent en panne maintenant, paf! Quelles seraient tes 3 activités préférées? Écris ta réponse, s'il te plaît. 3 activités préférées si tous les écrans de France venaient de tomber en panne. Au numéro 8, les 3 activités que tu as choisies, c'est pas moi qui les ai choisies, c'est toi. Et tu n'as pas encore décidé si tu allais participer au défi sans écran. Peut-être que tu ne veux pas du tout participer, mais c'est pas grave. Ton cerveau a fonctionné, tu as fouillé dans ta tête, il y a des tas de choses que tu aimeras faire, tu en as choisi 3, tu les as écrites. Et là, maintenant, au numéro 8, tu as vu que tu choisisses 3 personnes avec qui tu aimerais faire ces 3 activités que tu viens d'écrire au numéro 7. 3 personnes. Et si tu es concentré, d'après moi, ça va être mieux. Trois activités préférées au numéro 7. Et au numéro 8, 3 personnes pour les pratiquer. Numéro 9. Je t'ai fait signe pour te demander de plus communiquer avec les gars de chaque côté. Tu m'as fait signe que tu avais compris. Tu as compris ou tu n'as pas compris? D'accord. Je vous montre une famille de Saint-Pierre. On les a filmés avec une caméra cachée. Voici ce qu'ils faisaient le soir à la maison. On est chanceux, on a frappé une famille qui avait aussi un animal à la maison, avec de longues oreilles. Il avait fini de manger ses carottes, mais là, il regardait la télé avec le reste de la famille. Aux États-Unis, il y a des chercheurs qui ont découvert en l'an 1981 que le temps que les parents passaient à avoir des conversations avec leurs enfants était de 1h12 par semaine. Durant la même semaine, les enfants avaient passé plus de 20 heures devant les écrans. Mais conversation avec les papas et les mamans, 1h12.
Tous les psychologues ont écrit des articles. C'est malheureux, les enfants ont besoin de conversation, les enfants sont abandonnés, les parents les mettent au monde puis ils s'occupent plus d'eux, ils n'ont plus de temps pour avoir des conversations. C'était la mobilisation générale. Il faut que les conversations familiales augmentent. En 1997, ils vont refaire la même étude et le temps de conversation est passé à 34 minutes par semaine, alors que le temps écran était passé à 25 heures par semaine. Mesdames, Messieurs, au numéro 9, number 9, est-ce que vous pourriez me raconter en quelques mots qu'est-ce que c'est une conversation familiale? Vous m'expliquez ce qu'est une conversation familiale, s'il vous plaît. Une conversation familiale. Numéro 10. Numéro 10. Ça va? Numéro 10. Les divertissements qu'on voit sur écran, ils sont préparés par des champions. Du monde qui gagne au moins 10 fois plus de salaire que moi. Leur profession, captologue. Captologue. Tes parents ne connaissent même pas le mot. Ni le maire de Saint-Pierre. Les captologues sont des personnes qui utilisent des connaissances dans 3 domaines. 3 sciences. Psychologie, neurologie et technologie. C'est devenu une nouvelle science. Et les compagnies qui fabriquent des dessins animés pour enfants et des jeux vidéo et des réseaux sociaux, ils engagent des captologues. Et ils les payent très bien. Plus cher que ton papa et ta maman. Et leur patron leur demande quoi? Tu m'inventes. Tu peux déposer ton crayon. Tu peux déposer ton crayon. Regarde bien mes yeux. Tu n'entendras personne t'expliquer ça dans les 10 prochaines années. Leur patron leur demande d'inventer et de trouver des trucs pour augmenter le temps que les enfants et les ados vont passer assis devant des écrans. Tu es payé et je te paye très bien, très cher, pour que tu fasses augmenter le nombre de personnes qui viennent voir, pour que ces personnes restent le plus longtemps accrochées à l'écran. Mes yeux sont encore ici, mes yeux. Mes yeux sont encore ici. J'attendais après toi. Tu vois, j'ai fait le voyage pour toi. Invente des trucs pour qu'ils reviennent voir, qu'ils restent là le plus longtemps possible, et qu'une fois qu'ils vont le fermer, qu'ils reviennent l'allumer le plus vite possible. Au numéro 10. Quelle est l'activité sur écran qui t'intéresse le plus? Tu mets ta réponse, s'il te plaît. Tu ne regardes pas sur la feuille de ton copain à côté. On a dit qu'on ne s'en occupait plus de notre copain. Voici une image que j'ai choisie. Et voici la question que je te pose pour que ton cerveau imagine une bonne réponse. C'est toi qui l'as choisie, ta réponse est bonne. Tu sais d'avance. D'après toi, qu'est-ce que cette image essaye de nous dire? Que cette image peut bien essayer de nous dire. Et chaque personne qui est dans cette salle a le droit d'avoir son opinion. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît une personne qui couche avec son téléphone?
Si la main est levée, elle est haute, comme ça. Voilà. Merci. Et tu as vu, à toutes les fois que je fais lever une main, jamais, jamais, jamais tu vois dans mes yeux un reproche. Le seul reproche que tu peux voir dans mes yeux, c'est quand tu t'occupais d'autre chose. Que j'ai fait le voyage pour toi, puis toi, tu trouves regarder ton crayon plus important, ça me choque. Mais ton avis sur toutes les questions que je pose, c'est formidable. Voici donc des enfants modernes. On les regarde et on garde les doigts loin de la bouche. Ça va défiler assez vite. Mesdames, Messieurs, pour que tous les cerveaux restent allumés et prennent du pouvoir, de la puissance, je demande au tien, ton cerveau, de m'inventer une petite phrase. Et tu sais d'avance que ta réponse est bonne. Je veux que tu m'inventes une petite phrase pour m'expliquer ce que tu conclus après avoir vu toutes ces images. C'est toi qui choisis, ton idée est merveilleuse. Mesdames, Messieurs, la réponse est écrite. Le crayon est loin de la bouche. Et les deux yeux sont tournés vers moi. J'aime les écrans. Je les aime même beaucoup. Mais je n'aime pas ce que les écrans font au cerveau des enfants, ni au cerveau des ados. Et quand j'en parle avec les ados, c'est dur. Il y a tout le temps des élèves qui cherchent une excuse pour cesser de m'écouter. Je fais une blague, il ne rit pas de ma blague. Il regarde son copain à côté pour voir si son copain trouve ça drôle lui aussi. Je vous laisse lire ce qui va apparaître à l'écran. Est-ce que quelqu'un connaît une personne qui est accro à son écran? Tu es obligé de regarder dans la salle. C'était plus fort que toi. Merci. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est accro à l'écran? Merci. Et parmi tous les jeux vidéo qui existent, il y en a qui sont un peu accrocheurs, il y en a qui sont un petit peu plus accrocheurs, il y en a qui sont très accrocheurs. Si tes deux yeux sont tournés vers moi, c'est sûr que tu vas avoir une bonne réponse. Si tu es distrait, tu vas me donner n'importe quoi. Parmi tous les jeux que tu connais, tous les jeux vidéo que tu connais, est-ce que tu connais Candy Crush? J'ai entendu des sons. Merci. Est-ce que tu connais Angry Bird? On joue à garder le contrôle. C'est dur. Merci. Est-ce que quelqu'un connaît World of Warcraft? Merci. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à GTA?
J'ai vu une élève qui est venue tout près de faire pipi dans ses culottes. Merci. Est-ce que quelqu'un connaît d'autres jeux vidéo? On joue à rester concentré. Merci, Spencer. Est-ce que quelqu'un connaît des jeux, ou un jeu, au moins un, qui récompense le joueur ou la joueuse quand tu tues? On l'avait presque. On l'avait presque. On avait presque réussi. Merci. Mesdames, Messieurs, j'ai un échantillon de jeunes Français et de jeunes Françaises qui ont déjà connu des jeux vidéo. Voici ma question, elle est très délicate. Il ne faut pas que tu répondes à une mauvaise question, réponds bien sûr à la question exacte que je pose. Parmi tous les jeux que tu connais, les jeux vidéo que tu connais, quel est celui... Laisse-moi finir ma réponse avant de répondre, OK? Laisse-moi finir ma question. Quel est celui de tous ces jeux-là qui est le plus accrocheur? Celui que quand je commence à y jouer, j'ai toute la misère du monde à cesser de jouer. Mets-moi le nom de ce jeu accrocheur. Si tu en connais 2, tu en mets 2. Si tu en connais 12, tu en mets 12. Si tu en connais 57, tu en mets 57. Mais je t'avertis, une fois que tu en auras écrit 57, il va falloir que tu encercles. On ne dit pas encercle, quand je dis... Entoure. J'entoure. Le jeu le plus accrocheur. Il y en a qui ont 2 filles qui n'ont pas été capables de s'empêcher de regarder sa feuille d'à côté. Merci, mesdames, messieurs. Numéro 14. Parmi les inventions des captologues pour attirer l'attention des jeunes et les faire revenir le plus souvent possible, y compris parfois pendant la nuit, il y a les merveilleux réseaux sociaux. On joue à rester concentré, garde les 2 yeux tournés vers Jacques Brodeur. On essaye de ne pas faire de son. Ça va être dur. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît Instagram? Merci. Je repose la question et je demande le silence. D'accord? Qui connaît, qui a déjà été et va souvent sur Instagram? Là, c'est bien. Merci. Qui connaît aussi Snapchat? Merci. Qui connaît TikTok? Merci. Il y a au moins 3 têtes, mesdames, messieurs, qui sont vraiment hors de contrôle. Dès que je pose la question, la personne est contente de lever la main. Ça, jusque-là, tout va bien. Mais quand la tête tourne, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que quelqu'un connaît Facebook? Merci. Là, réfléchis bien avant de répondre. Parmi tous les réseaux sociaux que tu connais, tu y as été toi-même ou tu as un ami qui y a été. D'après toi, quel est celui parmi tous ces réseaux sociaux que tu connais, que je n'ai pas nommé même? Quel est celui qui est le plus accrocheur? Mais ta réponse, s'il te plaît. Je fais partie des fondateurs de l'Association pour la protection des crayons. Et j'ai plusieurs élèves dans cette salle qui sont des ennemis du crayon. Ils les aiment trop. Les amoureux de crayon, s'il vous plaît, vous allez faire comme moi, vous allez prendre le crayon, vous allez lui faire un petit bisou. Et vous allez le déposer, fini pour aujourd'hui. Ça va? Vous avez compris la blague? Voici ton cerveau à l'écran, mesdames, messieurs. Regarde bien comment ça fonctionne et comment les captologues s'en servent pour te rendre accro de n'importe quoi. Je pense qu'ici, il décidait que d'ici 1 mois, il faut que tu sois capable de manger du caca de chien et réussirait. Et pourtant, à ce moment, tu trouves ça dégueulasse, du caca de chien. Ben, il ferait circuler des rumeurs disant que c'est très bon pour toi, ça fait perdre de l'obésité, ça contrôle ton appétit, ça te rend de meilleur caractère. Ils sont capables de raconter des blagues à n'importe qui, à condition
que tu ne sois pas capable de te servir de la partie de ton cerveau où tu t'aperçois qu'ils sont en train de se payer ta gueule. L'image que tu vois à l'écran, en ce moment, il a mis un téléphone, le dessinateur, il a mis un téléphone. Mesdames, messieurs, le téléphone ne peut pas entrer dans ta tête. Tout ce qu'il peut faire, le téléphone, les cartologues le savent, c'est te mettre quelque chose à l'image qui va exciter ton cerveau. L'image elle-même ne peut pas entrer à l'intérieur de ton cerveau. Que fait ton cerveau ultra puissant? Regarde-moi bien. Il observe tous les détails qu'il y a sur l'écran. Il code ça. C'est codé. C'est transformé. Un message, un code secret. C'est transmis par un fil électrique qui passe de ton œil jusqu'au centre de ton cerveau dans la partie rouge. Ce fil électrique s'appelle un nerf optique. Voilà, je vois que tu suivis. C'est pour ça que je veux avoir des élèves qui sont concentrés. Et les captologues ont choisi des images qui parfois peuvent te faire fâcher, peuvent parfois te rendre triste, malheureux, parfois te faire peur. Et ils ont compris que quand ils réussissent à te faire plaisir, ton cerveau fabrique une drogue. Ton cerveau ne peut pas fabriquer de la nicotine. La nicotine, c'est dans la feuille de tabac, qui brûle, qui rentre dans tes poumons, qui s'en va dans ton sang jusqu'au cerveau. Nicotine. Le cerveau est capable de produire une drogue qui s'appelle de la dopamine. Les fabricants de Fortnite. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît le jeu éducatif Fortnite? Merci. T'as entendu les états de voix, t'as entendu le jeu éducatif Fortnite? Quand ils ont constaté que ce que ça faisait au cerveau, mon cher ami, ils ont décidé que quand tu tuerais quelqu'un sur Fortnite, il ne faut pas qu'il y ait de sang. Parce que s'il y a du sang qui coule, ils vont être obligés de coder leur jeu 18 ans et plus, avec la lettre M, mature. Alors, comme il n'y a pas de sang qui coule, tu peux tuer 493 personnes, puis il n'y a pas une goutte de sang. Et ils ont décidé que, comme il n'y avait pas de sang, ils ont le droit de s'attribuer à eux-mêmes la cote 12 ans et plus. Est-ce que Jacques Brodeur a peur que des élèves qui jouent à Fortnite tuent quelqu'un demain? Non. Voici de quoi Jacques Brodeur a peur. Tu vérifieras si je suis fou. Quand tu joues à commettre souvent un acte violent, un acte criminel, tu sais très bien que ce n'est pas un vrai acte, c'est virtuel. Si ta maman est inquiète, tu sais quoi lui répéter. Des millions d'enfants qui le disent à leur maman, « T'inquiète pas, maman. » Qu'est-ce qui arrive à ton cerveau? Tu ne le sais pas. Je te l'explique. Ton cerveau devient désensibilisé. Et quand ton cerveau est désensibilisé, voici deux choses que tu n'es plus capable de faire. Prendre soin de quelqu'un, porter secours à quelqu'un. Dans ton pays, la France, n'est pas un pays sauvage, caché dans le fond de je ne sais pas quel continent, où il y a une personne qui est allée à l'école. Non, dans ton pays, tous les 3 jours, il y a un bébé de moins de 3 ans qui est assassiné, pas par Daesh, par son papa ou par sa maman. Dans ton pays, tous les 3 jours, il y a un bébé de moins de 3 ans assassiné par ses parents. Il y a 365 jours dans une année, s'il y a un bébé qui meurt à tous les 3 jours assassiné par ses parents, c'est qu'il y a quelqu'un qui est plus capable de prendre soin. Son bébé pleure, il ne sait plus quoi faire, il est découragé, il s'impatiente et il commet un geste irréparable. Désensibilisé, toi, comme n'importe qui d'autre de très intelligent, tu peux devenir à risque de poser un geste que tu vas regretter. La preuve,
et que dans tous les collèges où je demande s'il y a des élèves qui ont entendu prononcer des paroles humiliantes et blessantes, et partout ça lève la main. Ils ne savent même plus que c'est un mot blessant. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà entendu un élève du collège appeler une fille salope? T'as tourné la tête. Merci. Est-ce que quelqu'un dans ce collège, dans cette salle, a déjà entendu un élève du collège appeler un autre élève pétasse? Merci. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà entendu un élève du collège appeler un garçon pédé? Si tu es en train de rire, c'est la preuve que tu es désensibilisé. Merci. Et est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà entendu un élève du collège se moquer d'une fille ou d'un gars à cause de sa rondeur? Merci. Je trouve ça épouvantable qu'il y ait des élèves dans ce collège qui traitent du monde de pétasse, salope, grosse ou pédé, et il n'y a personne qui dit rien. Non, parce que tu n'es pas capable d'aller porter secours à la fille qui se fait, ou le gars qui se fait humilier comme ça. Tu ne te rends même plus compte que c'est un mot humiliant. Jacques Brodeur, lui, il aime les enfants plus que les écrans, et il sait qu'à force de faire de regarder des jeux violents, ou toi-même de jouer des jeux violents avec ta manette, il sait très bien que non seulement c'est mauvais pour ton cerveau, mais en plus, tu n'es plus capable de porter secours et de prendre soin de quelqu'un. Ce qui a permis à toi de vivre, et parce qu'il y a 50 000 ans, il y a quelqu'un qui a pris soin des autres. S'il n'avait pas pris soin de le bébé, tu ne serais pas là. Tu n'existerais pas. Mesdames, messieurs, au numéro 12. 15, pardon. Merci. Merci de me corriger. Je change mon coach à côté de moi. Au numéro 15. Là, ça fait longtemps que je parle, ça fait au moins 5 minutes. Qu'est-ce que tu mets dans ta phrase, les mots qu'il faut retenir pour ce que je viens d'expliquer? Et Alexandre, qui est derrière la salle, non, Alexandre, c'est mon copain qui est derrière la salle, lui, il va compiler les réponses que vous allez me donner. On va regarder ça ensemble, on va discuter. La numéro 15, Alexandre, prends la note comme il faut, parce que la réponse vaut très cher. Qu'est-ce que tu retiens de ce que je viens d'expliquer durant 5 minutes? Et toutes les réponses sont bonnes. Alors, tu y vas, tu ne te gênes pas. Des petites phrases avec 2-3 mots, ça, c'est pas une phrase. Hein. Vous faites quelque chose qui a de l'allure. Numéro 16. Mon ami Jean Twenge. Jean, c'est le mot Jean en français, J-E-A-N. En anglais, ça se prononce Jean. Pardon. Jean Twenge est professeur à l'université de San Diego, en Californie. On donne des cours sur la psychologie humaine. Depuis quelques années, elle commence son année avec 400 étudiantes ou étudiants dans la salle de cours. Mes deux yeux sont ici. 300, 400 étudiantes. Et au fur et à mesure que les semaines passent, il y a du monde qui abandonne le cours. Ça fait 2-3 ans que ça commence comme ça, et ça diminue à tous les semaines, tous les mois. Elle s'inquiète. Elle s'informe auprès des autres élèves. Connaissez-vous une telle? Connaissez-vous une telle? Oui. Elle vient pas au cours? Oh non, elle est dépressive ces temps-ci. Quand tu es dépressif, tu ne sais pas que tu es dépressif. Mais tout ce que tu vois dans la vie est sombre. Tu regardes, tu penses à demain, tu penses à la semaine prochaine, c'est encore plus sombre. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est décourageant, dépressif. Et elle s'aperçoit que quelques-unes de ses élèves, majoritairement des filles, non seulement elles deviennent dépressifs, mais la vie est tellement épouvantable pour elles que certaines pensent à se suicider. Jean Twenge découvre qu'elle a de plus en plus d'étudiantes, féminines, majoritairement des filles, qui sont dépressives, qui abandonnent le cours, et certaines s'enlèvent la vie.
Elle aurait pu s'en ficher. Hein. Quand tu es professeur à l'université, ton travail, c'est pas de vérifier s'il y a des élèves qui ont de la peine. Alors, on était un peu, elle et moi, de la même famille. Elle fait une enquête et elle découvre que les jeunes filles dans son cours et les jeunes garçons qui passent plus de temps sur des réseaux sociaux deviennent plus fragiles émotionnellement. Elles sont plus faciles à devenir tristes ou à devenir inquiètes. Fragiles. Elles ne deviennent pas des assassins. Jean Twenge s'inquiète, elle vérifie et elle s'aperçoit que c'est la même chose à la grandeur des États-Unis. Il y a maintenant plus de femmes que d'hommes qui deviennent dépressifs et plus de femmes que d'hommes qui s'enlèvent la vie. Jacques Brodeur dit donc, assure-toi qu'il y a au moins 2 jours par semaine où tu ne touches pas aux réseaux sociaux. Et vérifie bien les résultats que ça va donner. Je t'annonce tout de suite que si les réseaux sociaux nous rendent et te rendent fragiles, ben, quand tu arrêtes de les regarder, tu reprends du bagou, tu reprends l'envie de vivre. Jacques Brodeur a inventé le défi du jour sans écran pour redonner le goût de vivre à des élèves de 4e. Et dès que j'explique qu'il y aura un défi du jour sans écran, il y a des élèves qui tout de suite se braquent. Non, pas moi. J'aime trop mes écrans. Moi aussi, je les aime, les écrans. Et quand tu te prépares mentalement à jouer un match dans l'équipe des Bleus contre la Croatie ou n'importe quelle équipe, y compris le Brésil, ton coach prépare son équipe à gagner le match. Moi, je prépare mes joueurs à gagner le match contre des cartologues. Et mesdames, messieurs, voici ma question pour que ton cerveau commence à se préparer, même si tu n'as pas encore décidé si tu allais faire le défi 10 jours sans écran, même si tu n'as pas décidé, puis c'est pas tout de suite qu'on décide, c'est plus tard. Salut, merci d'être venu. Si tu décides de participer, tu es capable, la feuille que ce garçon-là a, on va la conserver, s'il vous plaît. Oui? Oui, D'accord. Nicolas. Il avait hâte de partir, hein? D'après vous, il allait voir quoi? Alors, t'as peu. Non, j'ai pas fini. Si jamais tu décides de participer au défi sans écran, il y a du monde qui vont t'applaudir et il y en a d'autres qui vont se moquer de toi. Je voudrais avoir au numéro 16 le nom d'une personne qui va t'encourager. Le nom d'une personne qui, d'après toi, tu n'es pas sûr, mais tu penses que cette personne-là va probablement t'encourager au défi 10 jours sans écran. Tu peux décrire 12. Tu écris le nom d'une personne qui, d'après toi, tu n'es pas sûr, hein, mais tu essayes de penser. Il y a quelqu'un qui va essayer de te décourager. Écris son nom, s'il te plaît. Et à côté, j'aimerais que tu m'écrives si c'est ton copain, ton papy, ton voisin, ton petit frère, ta grande sœur, je ne sais pas moi. « 17, une personne qui va décourager. Et ça se pourrait que tu connaisses personne qui va te décourager. Ça se pourrait, tu écris personne. Numéro 18. Jacques Brodeur a inventé un sport et il veut préparer ses joueurs à gagner le match contre des professionnels de la cartologie qui gagnent plus cher que ton père et ta mère ensemble. Jacques Brodeur, il ne fait pas rien qu'inventer des plans impossibles. Il rend les élèves capables de gagner le match. Encourager, décourager, tu as mis tes réponses. C'est maintenant le temps, pas de décider si tu vas faire le défi sans écran. Ça va être en revenant en vacances que tu vas décider. C'est toi qui décides. C'est pas les profs, c'est pas la directrice, c'est pas tes parents, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est un exercice pour ton cerveau, à toi.
Mesdames, Messieurs, c'est maintenant le temps de donner à Jacques Brodeur une note sur 10 pour le travail qu'il a fait devant la salle cet après-midi. Et tu ne regardes pas sur la feuille d'à côté parce que ça va t'influencer. Tu me choisis une note que je mérite. C'est toi qui décides la note que je mérite. Une note sur 10. Et à côté de la note, quelques mots d'explication pour que je comprenne comment j'ai fait pour mériter cette note-là. Une note sur 10 et quelques mots d'explication. Et la ultima question. Last question. Numéro 19. Last question. La réponse, c'est toi qui l'as choisi. Moi, je te donne les 3 premiers mots de la réponse. Madame la principale, virgule. Madame la principale, virgule. Madame la principale, virgule. Et là, regarde mes yeux, éloigne ton crayon de ta bouche. C'est bon, c'est bon. Pourquoi vous tournez la tête? Qu'est-ce qui vous dit que je suis en train de parler à ce gars-là? Là? Parce que je regarde le bon. Madame la principale, et là, le reste de la phrase, c'est toi qui le composes. Tu dis vraiment ce que tu penses. Et tu dis à Madame la principale ce que tu penses de sa décision de m'inviter dans ton collège. Moi, je ne peux pas décider d'arriver dans ton collège et de parler au 4e, moi. Il y a quelqu'un qui m'a invité. C'est cette directrice-là qui a dit « Faites-le venir ». Alors, tu lui dis à ta directrice, maintenant que tu vas écouter parler pendant 1h15, tu lui dis à ta directrice ce que tu penses de son idée de m'inviter chez toi. T'as invité chez nous? Non, m'inviter dans ton collège. Il avait peur que j'aille chez lui. Non, je ne vais pas chez toi. J'ai pas compris. Oui, je sais bien. Je veux que tu m'écrives ce que tu penses de la décision de la principale de m'inviter dans ton collège pour parler aux élèves. C'est bon? Non, c'est bon. Non, fais pas trop de gribouillage. Laisse ta feuille propre. Qu'est-ce que tu penses de sa décision? C'est elle qui prend la décision. J'ai maintenant besoin de l'aide de 2 personnes qui vont ramasser les feuilles. Le dernier monsieur qui a levé la main vite, de ce côté-là de la salle, tu ramasses les feuilles, toutes bien placées du même côté, s'il vous plaît. Et toi, tu peux l'aider. Et toi, tu ramasses les feuilles ici. Et la dernière demoiselle, là-bas, qui s'en vient par ici, en ramassant les feuilles, toutes du bon côté, s'il vous plaît. Je retourne vers le vieux Jacques Brodeur. Le vieux Jacques Brodeur a presque fini son boulot. Presque fini. Presque fini. Merci aux 4 personnes qui ont ramassé les feuilles. Rien. De nada. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. D'accord. Vous parlez espagnol? Oui. Ah. Portugais. Alors, après moi, vous répétez. Portugais. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Señoras y señores. Señoras y señores. Está el momento Está el momento de terminar de terminar la presentación la presentación para un maravilloso para un maravilloso hombre hombre del Canadá. del Canadá. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, Señoras y señores, señoras y señores. de nada. Là, c'est mieux.
Alors en anglais, vous êtes bon aussi? Oui, non. Ladies and gentlemen, this is time to finish this presentation by this old man who flew over the Atlantic Ocean to come in France and took the train to come here in Vichy and speak to us and tell us that he loves screens, but he loves children and adolescents 100 times more than screens. And he hates what Catholicism is doing to their brain. Oh. C'était presque du mandarin. Señoras et señores, non, attends un peu, on va arrêter de jouer parce qu'il faut que ça finisse. Je demande aux élèves qui sont externes, donc qui ne prennent pas le bus, qui ne prennent pas le car, de rester assis. Les autres, otros, estudiantes, je leur demande, ceux qui sont externes restent là. Les autres, je leur demande de se lever et d'aller chercher leur cartable. Quand je donnerai le signal, d'aller chercher leur cartable calmement et de s'en aller sous le réel dans la cour de récré. On ne pouvait pas faire ce qu'on va faire là maintenant, on ne pouvait pas le faire avec toute la salle. Mais là, on veut l'essayer avec quelques élèves. Et voici ce que je veux savoir. Notre caméraman qui vient de Grenoble avec son assistante. Il prépare des élèves là-bas dans 10 écoles. Où est son blouson, là? Et où? Alors, voici comment ça va se passer. Il faut que tout le monde, sinon ça gâche toute l'image. Si on est occupé à 2-3 autres choses, c'est fini. Si vous faites rire quelqu'un pour un sujet qui n'a pas rapport à la question, ça ne marche pas. On va être obligé de détruire les images. Ils préparent, eux, le défi 10 jours sans écran dans 10 écoles à Échirol. Moi, je n'ai jamais été de ma vie à Échirol. Mais je veux que les élèves d'Échirol entendent l'avis des élèves de 4e, de 5e, excusez-moi, 5e, les chiffres, les élèves de 5e de Victor Hugo. Je veux que les élèves me disent leur opinion. Non, tu es obligé de partir. Tu peux plus te garder, tu ne m'écoutes pas. Tu vas me faire gâcher mes images. S'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de brillant, on va être obligé de détruire l'image parce que tu étais occupé à autre chose. Vous avez déjà vu des émissions de télé, il y a du monde derrière la personne qui parle. S'ils sont tous occupés, ils ne pourront pas garder l'image, ils vont tout détruire. Alors j'écoute. Là, Jacques Brodeur a travaillé pendant 1h15 à dire toutes sortes de choses que certains élèves ont trouvées tellement bizarres. Mais il y a d'autres élèves qui ont trouvé les choses intéressantes. Si vous avez trouvé quelque chose de bizarre dans ce que j'ai expliqué aujourd'hui, moi j'aimerais que vous me racontiez ce que vous avez trouvé de plus bizarre. Oh, j'aurais été content que ce soit toi, parce que toi, tu avais tes tas d'idées tout à l'heure. Bon, chose bizarre. Oui. Attends un peu. Un peu, on va se placer la caméra pour te voir. Oui, vas-y. C'est moi que tu regardes. J'ai trouvé bizarre qu'au début on parle de cigarettes alors que c'était censé être pour une addiction aux écrans. D'après vous, mes chers amis, pourquoi on a parlé de cigarettes au début? Écoute bien. Parce que c'est addictif comme les écrans. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une explication pourquoi on a parlé de cigarettes en commençant cette conférence? Attends un peu. Oui.
Parce que c'est dangereux comme les écrans. D'accord? Et quand vous donnez la réponse, ça va mieux si vous répétez un petit bout de question. Vous avez parlé de cigarettes au début parce que là, c'est compréhensible par la personne, parce qu'elle n'est pas là, la personne. Bah, parce qu'on parle de cigarette au début, parce que la cigarette, les dangers de la cigarette se voient mieux que que l'écran fait à notre cerveau. Du coup, c'est plus facile d'expliquer au début ce qui se passe directement et après expliquer petit à petit ce qui se passe à l'intérieur. Merci, mademoiselle. Monsieur. Et aussi, on a parlé du tabac parce que c'est addictif comme les écrans. Là, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Parce que jusqu'à maintenant, c'est tout merveilleux ce que j'ai entendu. Vous gênez pas. Pas d'autre chose? Alors, on a parlé de tabac comme ça au début et on n'a pas mis nos doigts dans la bouche pendant l'entrevue de télé. Alors, parmi tout ce qui a été expliqué aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a qui vous intéresse le plus là-dedans? Ou qui vous tracasse, qui vous inquiète le plus? Vous me dites ce que vous en pensez. Là, j'ai vu des personnes. La violence dans les établissements. C'est ça qui t'a le plus marqué, toi? Recommence ta phrase et dis, moi, ce qui m'a le plus frappé aujourd'hui, c'est... Bah, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la violence dans les établissements. Et il y en a? Beaucoup. Tu trouves? Oui. D'accord. Ce qui m'a choqué, moi, c'est que c'est le tabac. Vas-y. Parce que on peut mourir à cause du tabac, plus jeune. Merci. Ce qui m'a choqué, moi, c'est qu'à Hasbro, en fait, ils avaient eu des problèmes déjà et ils ont continué d'en faire, mais avec d'autres dessins animés et d'autres films. Alors qu'ils avaient déjà eu des problèmes avec le premier ou le deuxième. On va essayer de ce côté-ci. Attends un petit peu. Tu me regardes pour répondre. Vas-y, tu fais une réponse complète. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était qu'on peut devenir insensible à cause des écrans. C'était merveilleux. Quand tu finis de donner ta réponse, il ne faut pas voir la caméra parce que tu viens de perdre un petit peu. Mais c'était très bien. Merci. C'est toi qui t'as marqué. Et toi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien que tu me dises ce que tu disais. J'écoute une autre personne qui lève sa main. Là-bas, on n'a personne. Tu levais ta main pour quelque chose? Oui. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir ce que les gens peuvent faire avec de l'argent. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que quand ils ont dit qu'on était insensible, et les parents qui tuaient les enfants de moins de 3 ans. Donc, Ça choque. Hein? Ouais. Moi, quand j'ai appris les nouvelles, je n'en revenais pas. Je me disais... Non, je ne vous raconte pas ce que ça me disait. Attends un peu. Il faut que la caméra te... Moi, ce qui m'a choqué, c'est que les industries du tabac a proposé des cigarettes dans les pays pauvres. Et parce que ça se trouve, ils fumaient même pas. Et puis du coup, ils vont essayer, ils vont s'y mettre. C'est vrai que c'est dégueulasse. Aller donner des petits paquets de 5 cigarettes. Ils savent qu'après 3 cigarettes, on est accroché. Alors, ils donnent un paquet qui en contient 5 gratuitement. La personne, elle est contente, elle a reçu son cadeau. Elle fume. Puis elle se fait attraper. C'est très bien. Un petit peu avant de commencer, tu me fais une belle réponse complète. Vas-y. moi, je trouve que c'est pas normal de mettre des dessins animés violents à des enfants, tout ça pour de l'argent. Très bien. Toi, tu trouves ça normal, la violence dans les émissions pour enfants, toi? Non. Les jeux vidéo, ils ont nommé un champion de Fortnite dans la salle. Oui. Non? On en veut un champion de Fortnite. Bah, il est là, il est avec le t-shirt bleu. T'es capable? Il y a quelque chose qui vous a plu dans mon explication ou déplu? Vous dites ce que vous pensez. Non, mais si tu veux pas, tu laisses faire. Non? C'est bon. Autre chose. Avez-vous remarqué que plusieurs des insultes verbales qui sont prononcées, ce sont des insultes à caractère misogyne? Qu'est-ce que c'est misogyne? Elle s'adressait aux filles. Salope, pétasse, pédé, reprocher à un gars d'avoir une petite allure un petit peu efféminée, ça existe encore aujourd'hui. C'est inacceptable, ça, mes amis. C'est pour ça que
l'influence de la télévision sur la désensibilisation, c'est grave. Et c'est toi qui nous l'as bien expliqué. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu fais une phrase complète, puis tu me regardes, tu ne regardes pas lui. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que à cause des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'élèves, notamment les filles, qui devenaient dépressives. Moi, surtout, c'est un sujet que moi, je n'aime pas du tout. Et je me suis dit, tout ce qui est dépression et tout, faut vite en parler. Et faut pas se laisser avoir par les réseaux sociaux. Ça, c'est formidable, parce que moi, je ne l'ai pas dit, ça. C'est lui qui l'a conclu. Ça m'a choqué de voir la personne qui devient dépressive. Et deux, il ne faut pas garder ça caché. Il faut en parler. C'est très bien, mon vieux, très bien. Autre question. Attends un peu, on se prépare. Réponse complète. Ce qui me choque aussi, c'est maintenant, dans nos vocabulaires de tous les jours, on dit des insultes. Donc, des fois, pour s'appeler, des fois, juste pour se taquiner, on s'appelle con ou conne. Très bien. Toi, tu veux nous dire quelque chose? Oui. Tu as tas de choses dans ta tête. Mais pendant la conférence, tu parlais avec ta copine tout le temps. Tu n'as rien à dire, c'est pas grave. Non, on ne parle pas quand on n'a rien à dire. C'est très bien. Encore? Attends un peu qu'on se prépare. Moi, ça me choque aussi quand quelque chose peut se propager comme un virus très rapidement, comme dans les réseaux sociaux, qui peut influencer des gens et les rendre malheureux, ça peut ruiner des familles entières. Autre chose. Profitez-en pendant qu'on est là. C'est pas des belles occasions. Oui. Moi, j'ai l'impression que quand on est sur les écrans, on parle beaucoup moins avec notre famille, qu'on est beaucoup plus seul, mis à l'écart. D'accord. Et le défi 10 jours sans écran, on le fait ou on le fait pas? Là, je vais entendre des personnes qui n'ont pas parlé encore. Et ceux qui parlent d'habitude, ils lèvent vite la main. Mais... Est-ce qu'on fait le défi sans écran, oui ou non? Mademoiselle? Oui. Attends un peu, fais une phrase complète. Pourquoi? Oui, on peut parce que... J'ai pas la suite. Un peu. Allez, encore toi. Moi, je dis oui, il faudrait le faire parce que ça nous aiderait beaucoup au niveau de notre quotidien, par rapport à notre caractère personnel. Si une personne s'y met et que d'autres mondes autour de lui voient le changement, si ça lui plaît, et ça peut changer des personnes entières, ça peut se propager et du coup ça deviendra de mieux en mieux pour notre entourage, pour n'importe qui. Défi, on le fait? Oui, allez, tu me fais une phrase complète, allez. T'as regardé ton copain avant de répondre, hein? Oh! Allez, vas-y, explique-nous. Que c'est important de le faire parce que ça va nous aider. Aider à quoi? Ça nous aider à être mieux soi-même. Oui. Et puis toi, tu as des gens qui vont t'aider autour de toi, tes copains vont t'aider ou ils vont se moquer de toi, tes copains? Tant pis, tu t'en fiches. Parce qu'ils sont importants, tes copains. J'en vois un. Toi, tu vas le faire, le défi, toi? Oui. Ça va l'air vraiment sincère. Hein? Oh. Elle voulait dire quelque chose. Oui, il y avait quelqu'un là. T'as peu. Moi, je pense que c'est important de le faire parce que quand on n'avait pas encore nos écrans, on pouvait rester des années sans. Alors, je vois pas pourquoi maintenant, quand on les a, on ne peut pas le faire au moins 10 jours. Et votre papa et votre maman, ils vont le faire, le défi du jour sans écran? Qui attends un peu, je fais lever la main. Qui a un papa qui ne voudra pas le faire? Merci. Qui a un papa qui va vouloir le faire? Hey, vous avez levé la main nulle part, les gars. Vos papas, ils vont le faire, le défi? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont des mamans qui vont le faire? Mesdames, messieurs,
Il y a quelqu'un qui veut nous dire qu'est-ce que vous allez faire pendant le défi à la place des écrans. Vous allez vous ennuyer. Ça va être moche. J'écoute les personnes qui veulent parler. Moi, je ferais du vélo, enfin du sport, des activités, enfin, voilà. Sport puis activité, là, ça ne m'avance pas beaucoup. Moi, je ne sais pas quelle activité. Ah, bah, des jeux de société. Livre, par exemple. Parler avec sa famille. Moi, j'irais faire des promenades avec mes parents, avec mon chien, avec plein de mes amis. Et surtout, je lirais beaucoup de livres. Parce que j'aime bien ça. Plus fort, plus fort. Moi, ce que je ferais, c'est du vélo, je dessinerais, je lirais beaucoup, j'inviterais mes amis à jouer. Moi, je vais faire comme toujours, hein, je vais faire du sport. Quel sport? Du basket, quoi. Basket. Moi, je ferais du violon, mon instrument. Je jouerais avec mes frères et sœurs. Je m'amuserais plus que si j'étais avec un écran parce que je ne serais pas toute seule. Et je serais avec ce qui me plaît vraiment et ce que je veux faire exactement. D'accord. Lui, il avait une réponse. Oui, il a levé la main tout à l'heure. Il a levé la main. Je vais faire de la trottinette. Non, tu regardes ici. Tu recommences au début. Moi, quand il n'y aura plus d'écran, je vais... Quand il n'y aura plus d'écran, je vais faire de la trottinette et du skate. Quand il y aura plus d'écran, je ferai du vélo, de la trottinette, du basket, du foot. Oui, on écoute une dernière personne. On est... Oh, t'as peu. Moi, je lirais des livres. Est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre à la question terrible que je me prépare à poser? Tu veux parler, toi? Alors, la question, oui, vas-y. Moi, quand je n'aurai plus d'écran, ce que je ferai, c'est que je ferai des activités avec ma famille, je ferai des jeux de société, je dessinerai, j'apprendrai, j'étudierai aussi les langues étrangères. Mesdames, Messieurs, dernière question. Est-ce que quelqu'un voudrait essayer d'expliquer pourquoi, dans toutes les familles où on fait le défi sans écran, le membre de la famille le plus content, c'est le chien? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le chien est content? Parce que dès qu'on annonce qu'il y a un défi sans écran, la queue brasse. Pourquoi le chien est content quand il n'y a plus d'écran? Attends un peu, toi. Parce que les élèves... Attends un peu fort, commence au complet. Le chien... Ceux qui vont faire le défi, ils auront plus de temps pour s'occuper de lui. Le chien, il a le temps de s'amuser avec nous, il a besoin qu'on l'aide et avant, il a gardé son instinct animal. Et dans son instinct animal, il était dans la nature et du coup, il faisait des choses dans la nature avec son compagnon. Il va aller se promener. Quand le défi et sans écran commence, mon chien, il est content parce qu'il peut aller se promener. Parce que si tu me dis juste qu'il peut aller se promener, on ne sait même pas que tu parles du chien. Tu comprends? Allez, vas-y. Quand on va faire le défi, on pourra aller promener notre chien. Bon. Là, j'ai du monde qui ont tous parlé. Tu veux filmer encore? Forcément, de mon point de vue, on joue plus avec nos amis ou notre compagnie, donc on passe plus de temps avec eux, donc ils sont plus contents. Et quand on conclut une journée comme aujourd'hui avec des cinquièmes, il y a des élèves qui partent troublés. Quand ils vont arriver à la maison, ils appellent les pompiers. Parce qu'ils disent c'est la fin du monde. C'est comme à l'époque où on disait que la Terre était ronde, et puis il y en a qui étaient sûrs que la Terre était plate. Alors quand ils se sont mis à entendre dire que du monde pensait que la Terre était ronde, ils se sont dit ils sont malades. Alors, une journée comme celle-ci, c'est une journée formidable. Ça existe pour 2 raisons, pour 3 raisons.
D'abord, ça prend une directrice, une principale qui dit oui, on veut en discuter avec les élèves. 2, ça prend aussi des profs qui discutent entre eux pour dire est-ce qu'on participe, nous, est-ce qu'on encourage nos élèves à participer au défi sans écran. Et 3, ça prend les joueurs principaux, c'est vous, et les élèves. Et c'est vous qui allez prendre la décision, parce que le défi sans écran, c'est une activité libre. Il faut donc prendre la décision. C'est pour ça que c'est formidable et que ça donne le sens des responsabilités aux jeunes. Avant de partir, j'avais promis à tout le monde d'étrangler un élève. Non, mais j'ai choisi celui-là, mais ça pourrait être un autre. Est-ce qu'il y aurait un volontaire là-bas? Oui. Le chandail noir avec les doigts. Le chandail noir avec les doigts dans la bouche. Ça donne tout le temps un bel étranglement, ça. Non, pas toi. Toi, tu serais volontaire, toi? Parce que tu sais que c'est une blague. Bande de... Ça répète ça, hein? J'avais envie de dire bande de sacripants, mais vous ne savez pas ce que c'est. Alors j'ai eu envie de dire bande de bachibouzouk. Est-ce que vous savez ce que c'est? Mais on a entendu le capitaine Haddock le dire tellement de fois. Alors j'ai un mot à vous dire avant de partir. Dehors. Voilà. Merci. On se calme. Bande de chenilles. Salut, bonnes vacances.